Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. Émission test sur un nouveau format qui j'espère vous plaira. Pour m'accompagner dans ce test, elle connaît les bonnes personnes, elle a les bras longs, elle sait tout. Salut Harmonie. Bonjour, bonjour à tous. Je suis pas sûre d'avoir les bras si longs que ça, hein. On verra. On verra. Il est de retour parmi nous, il suit l'actualité du tir à l'arc tous les jours. Salut Pierre. Bonjour. Tous les jours, c'est un peu ambitieux tout de même. On verra. Il respire tir à l'arc, il vit tir à l'arc. Sa vie, c'est tirer, manger, dormir, recommencer. Salut Nico. Salut Mathieu, je viens de finir de manger tir à l'arc, donc maintenant je vais parler tir à l'arc. Voilà. Alors, petite émission aujourd'hui un peu particulière. On a pris un nombre d'actualités de la saison sale qui vient de se dérouler. Et on va en débattre, apporter des informations, compléter les informations. Comme ça, vous avez un petit résumé de la saison 2023-2024 en salle. On attaque. Première actualité qu'on a groupée en deux quand on a préparé l'émission. Ce sont deux actualités mais qui sont complémentaires. La première, c'est la sélection des 2 fois 4 archers pour les JO, donc 4 femmes et 4 hommes. Et la deuxième actualité qu'on a regroupée dans la même, c'est l'abandon de Pierre Pillon avant les qualifs. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Pierre, est-ce que Ça fait pas mal de rebondissements. Effectivement, ça fait des rebondissements. En soi, c'est... Comment dire, je suis partagé parce que ce soit Pierre Pillon ou même... alors, le cas d'Audrey à Lycéum est un peu différent puisqu'elle a été présente, mais elle a été éliminée. Et on se retrouve avec une nouvelle génération qui arrive petit à petit, quoi. Là, on a quand même tant surtout chez les filles, il y a 2 nouvelles archères qu'on a très très peu vues au niveau international, au moins en senior. Et chez les hommes, bon, Baptiste Addis, on l'a vu l'année dernière, mais le collectif, pareil, les 4 archers, il y en a 2 qui sont qu'on a moins l'habitude de voir, quoi. On va bien voir ce que ça va donner d'ici 6 mois, sachant que de toute façon, sur ces 4 archers, 4 hommes et 4 femmes, il y en a que 3 à chaque fois qui sont présents au jeu, quoi. Donc il y a encore quelqu'un qui va sauter. Il va sauter. J'ai envie de faire et à la fin, il n'en restera qu'un. Mais Non, mais non, il en restera 3. Donc voilà. Non, mais On après, espère 3 quand même, ouais. Tu parlais de générations qui venaient remplacer, etc. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années ou quelques Olympiades, mais même on va dire, où justement on remplaçait tout le monde, on remplaçait tout le collectif et il n'y avait pas de passation. Là, je trouve ça bien justement d'avoir, comme au handball, c'est ce qui fait la force aujourd'hui du handball depuis 20 ans, s'ils sont champions du monde, champions d'Europe, etc. C'est que y a une équipe de 20. Et puis on met 4 nouveaux, on enlève 4 anciens, et puis on avance petit à petit un petit peu comme ça, pour avoir toujours une passation et une avancée, quoi. Je trouve que c'est la première fois qu'on fait ça, parce que, en fait, moi, j'allais dire, depuis Londres, chez les hommes, on voyait arriver petit à petit les nouveaux. Bah, en fait, on avait Bérangère Chu qui était là depuis Mathusalem. Oui, mais chez les femmes. Oui. C'est vrai que le renouveau entre Bérangère et puis Lisa, par exemple, a été peu présent. Ça a été compliqué, puis il y a eu Audrey qui est arrivée, et après Lisa, quoi. Oui, voilà. Donc, voilà. Et chez les hommes, de toute façon, on n'aurait pas fait les enregistrements aussi tard, je suis fatigué, j'ai trop de mémoire. Thomas, il revient. Le franc-comtois, ça y est. Jean-Charles. Voilà, Jean-Charles qui est quand même bien positionné en taulier et qui est de loin depuis le plus d'expérience. Et après, effectivement, on a... Ah, mais c'est le prénom de Jean-Charles que t'as oublié? Oui, voilà. Oui, non, mais on parlait de la nouvelle relève qui arrive, justement, c'est un petit nouveau qu'on n'a pas vu souvent sur les papiers. C'est non, normal. ce que je veux dire, c'est qu'il est placé en taulier, donc lui, il est vraiment par rapport aux propos qu'on avait, il est là depuis très très longtemps. Mais on a aussi Thomas qui finalement a déjà fait une Olympiade, et il y a ton chat qui est en train de faire une connerie derrière. Oui, il est en train de s'amuser avec le papier des tirages derrière. D'accord.
Mais après, voilà, quelqu'un comme Baptiste Hadis qui va avoir 17 ans cette année, représente vraiment, il représente vraiment le renouveau quoi, chez les hommes. Et pour le coup, Baptiste était présent déjà l'année dernière. Oui, voilà, il Oui. tient quand même. Ça fait deux années qu'il tient au haut niveau. Donc, moi, je trouve ça bien. Et après, voilà, on est désolé pour Pierre, mais après, s'il était blessé, je trouve ça correct qu'il n'ait pas pris enfin, qu'il n'ait pas voulu prendre la compétition de sélection, en fait. Je pense que, enfin, moi ça m'embête parce qu'on l'a reçu ici, c'était quelqu'un de super sympa, enfin voilà. Mais c'est les règles du jeu et les règles sont respectées. Donc je trouve ça plutôt bien à ce niveau-là. Tout à fait. Après, c'est quand même une grosse surprise parce que ces deux personnes qui sortent de la sélection, on attendait plutôt justement au tournant et dans la sélection, c'est assez surprenant. Alors c'est comme on disait, pour des raisons différentes, mais moi, je pense que aussi bien Audrey que alors Pierre, je sais pas dans quelle mesure, est-ce que c'était pas un peu sa dernière échéance en tant qu'archer international avant de passer à autre chose? Il l'a bien dit, hein, dans le petit texte qu'il a publié sur Facebook, il explique bien que, il arrête le haut niveau de compétition, il va se tourner vers d'autres projets. Alors il est salarié, je crois, quasiment à temps sur le tournoi, l'organisation Sur du Nîmes, ouais. tournoi de Nîmes, donc peut-être qu'il va se concentrer là-dessus, évidemment. Et voilà, mais c'est vrai que pour Audrey, qui c'est quand même un sacré coup dur, qui consacre quand même sa vie au tir à l'arc depuis, beaucoup, beaucoup d'années et ça doit qui a eu plusieurs difficultés ces dernières années à pas réussir à être, au rendez-vous sur des grosses échéances internationales et ça va pas être, malheureusement pas être évident. On l'avait reçu aussi, quand on avait fait, au début de la saison, avec Lisa, vraiment elle vivait JO, c'est surprenant du coup cette sélection qui avance, qui se fait selon les règles, hein, mais Ah bah pour une fois, on peut pas dire que ça suit pas les règles. Hein. c'est comme Ah, ça. ça, J'avais eu l'occasion en 2021, donc pour Tir Mark Magazine, de discuter avec Audrey des Jeux de Tokyo, et c'est vraiment le sentiment que j'avais eu et que je continue à avoir, c'est que qui est renforcé encore là. En 2021, clairement, pour moi, elle n'a pas eu de bol, quoi. Les Jeux de Tokyo auraient eu lieu en 2020, c'est probablement elle qui y serait allée. Et à cause du Covid, c'est le moment où Lisa est vraiment montée en termes de niveau et elle lui est passée devant, quoi. Alors après, elle l'a pris avec toute la grâce dont elle est capable. Elle était très heureuse pour Lisa, mais ça doit être aussi assez frustrant, d'autant plus. Enfin, là, ça doit être encore plus dur à vivre parce que c'est la deuxième fois qu'elle passe à côté qu'elle passe à côté de la sélection pour les Jeux, quoi. c'est Et ça. c'est vrai que moi, quand Mmh mh. j'étais à Talence, j'ai eu cette chance de pouvoir y aller pour le boulot, pour faire des photos pour Tir l'Arc Magazine, et je la voyais tirer. J'avais suivi les performances. J'étais là le mercredi, donc l'avant-dernier jour, et ça me faisait, je voyais qu'elle était vraiment qu'elle avait du mal à être dans son tir, quoi, que c'était dur pour elle, et ça, ouais, ça me pinçait un peu, quoi, de voir ça. Ouais, bah c'est pareil, quand nous, on a suivi de loin, avec quand tu vois la moyenne enfin, par flèche, c'était dur aussi. Enfin, tu te disais que. Enfin, je l'ai dit à mon mari, j'ai dit, elle n'y sera pas et c'est dur, quoi. Enfin, Je vous propose qu'on passe à l'actualité suivante. je souhaite une bonne continuation à tous ceux qui ont été sélectionnés et pas sélectionnés. C'est ça. Et de toute façon, on supportera l'équipe de France parce que c'est notre but, c'est qu'on a envie qu'ils ramènent des médailles aux JO, encore plus à la maison. Donc voilà. Oh non, moi non, finalement non. Ah non, On moi n'est s'il y pas a pas là. Pierre Plion, je soutiens pas, hein. Pareil. J'irai à la plage. C'est dommage. On est en train de travailler sur Entre deux flèches sur certains trucs qui devraient vous plaire pour les JO. Donc j'espère que vous serez là. Ça bosse. Savoir. Mais oui. Ça va être cool. Actualité suivante.
On fait comme la semaine dernière. Hop, tour de magie. Sélection des archers pour le championnat salle. Alors, je voulais aborder le sujet parce que justement, il y a eu beaucoup de surprises, pas de classique. Sélection, quels archers? La salle pour la Croatie. Parce qu'il y a des archers sélectionnés? Pas beaucoup. Tu viens de me faire mentir comme quoi tu vivais actualité tir à l'arc matin, midi et soir. Ah, mais c'était de l'ironie. Ah, d'accord. C'est surprenant. Bah, on voit des nouveaux noms aussi, hein, pour cette sélection. Est-ce que c'est une bonne chose de voir des nouveaux noms? Bah, pour les Europes, je pense que c'est bien de lancer des nouveaux noms. Après, il y a eu les quotas et ils étaient pas faciles. Hein. Les barbeaux hommes, le niveau du quota, il était haut et c'est chaque année la même chose en salle. Et les meilleurs archers qui sont Félicien ou David ou Antoine, ils n'arrivent pas à les passer depuis un moment. Après, ça passe en. Enfin, j'ai regardé les résultats de Nîmes, ça passe. Il y en a qui le passent à Nîmes. Il faudrait que je regarde combien l'ont passé à Nîmes. Mais... Vous oubliez qu'on a reçu Alicia ici même et elle est sélectionnée. Oui, elle est sélectionnée. Par contre, le niveau femme est beaucoup plus. Enfin, en barbeau est beaucoup plus faible. Pas faible, mais je veux dire, il y a un vrai écart entre les femmes et les hommes sur le quota. J'ai pas les quotas là sous les yeux, mais je te fais confiance. Je l'ai plus parce que je suis plus où il est, mais. J'ai plus exactement les noms en tête, mais il me semble que même en Arcapouille, il n'y a pas tant de monde que ça qui est sélectionné. Hein. Il y a Nico et Adrien. Oui, voilà. Et chez les femmes, il n'y a personne de mémoire. Il y a une U21, Léa Giron. Oui, voilà. Mais ça va quand même être une sélection qui va être sérieusement ramassée par rapport à d'autres. Il n'y a pas de classique non plus. Ils ouvrent la sélection classique, mais il n'y a pas de classiques qui sont sélectionnés. Il n'y a pas de sélectionné chez les classiques parce qu'il n'y a pas de classique qui a fait les quotas, quoi. Oui. Mais, les 18 mètres, de toute façon, les Olympiques, ils n'ont pas le droit de le faire. Alors, j'ai pas vérifié, mais quand on a reçu, comment elle s'appelle? Quand on a reçu Lisa et Audrey pour Radio Carquois, Lisa nous disait qu'elle était à Nîmes. Alors après, elle a fait Nîmes, mais sans forcément chercher la sélection. Mais ils ont quand même le droit de le faire. Et puis Thomas était aussi à Nîmes. Oui, donc, et puis Jean-Charles aussi. C'était. Moi, la manière dont je les ai vus à Nîmes, je pense que c'était aussi, une fois que les sélections étaient faites, c'était aussi une manière de relâcher un peu la pression. Et il y avait aussi beaucoup de communication parce que les archers classiques étaient énormément présents sur le stand de la Fédé pour signer les autographes. Sur les 2 jours où j'y étais, il y avait quasiment en permanence quelqu'un qui était là pour que ce soit un homme ou une femme pour signer les autographes. Donc il y avait aussi un aspect communication. On parlera tout à l'heure de la communication à la Fédé, mais ça communique beaucoup. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet-là? Il n'y a pas beaucoup de monde, mais dans beaucoup de sélections, il n'y a pas beaucoup de monde en fait dans les championnats Europe Salle. Oui, mais faut envoyer des gens qui sont capables de ramener des médailles, qui sont capables de faire quelque chose, mais il faut aussi envoyer des gens qui sont capables de prendre de l'expérience. Mais il faut pas non plus envoyer des mecs comme moi à un championnat d'Europe, alors que je ferai rien. Puis, enfin voilà, j'ai pas le niveau, quoi. Je pense qu'il faut savoir. Je pense que la Fédé doit savoir doser. Oui, non, un mais petit je dis peu, qu'il n'y a pas que notre Fédé à nous. Il n'y a pas que la France en fait. Je parle il y a l'Italie, il n'y a pas grand monde. Il y a d'autres sélections où il n'y a pas grand monde. Et ça fait pas beaucoup de monde sur un championnat d'Europe, quoi. Vu que les catégories, elles sont pas pleines, quoi. Après, pour l'arc classique, il y a clairement une influence des oui, jeux, les jeux qui sont là, quoi. Donc ça écrème quand même sérieusement au niveau de. Mais après il y a aussi des choix sportifs de la part des fédés. Est-ce que finalement on décide de
garder les quotas et d'avoir des quotas hauts et d'envoyer que ceux qui y arriveront, ou est-ce qu'on va on va quand même envoyer des archers, sachant que par exemple pour les arcs classiques, ça aurait pu être un choix, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais pour les arcs classiques, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui de toute façon ne tentent pas les championnats d'Europe puisqu'ils ils ont les JO en tête, peut-être qu'on aurait pu prendre sur les archers qui sont en dessous et qui auraient pu, comme tu le disais, gagner en expérience. Peut-être les plus jeunes. Ou est-ce qu'il faut organiser des championnats d'Europe sales l'année des JO, quoi? C'est aussi une bonne question. Il y a une époque, il n'y avait pas de Coupe du Monde FITA l'année des JO. Parce que tout le monde était concentré sur les JO et qu'il n'y avait que des tournois de qualification olympique. Il y a 8 ou 12 ans, en France, un archer qui visait les JO n'avait pas le droit de faire de salle. Oui, ça je me rappelle. C'était officieux. Hein, c'était pas écrit. C'était pas écrit, mais clairement, les mecs étaient les mecs et les filles étaient 70 mètres H24. J'allais dire comme Nico toute l'année, mais non. Mais voilà. Il y a un moment où je pense qu'il y a des fédés on parlait des Italiens il y a 5 minutes. Les Italiens n'ont pas leur quota olympique encore. Donc va falloir bosser, va falloir faire travailler les meilleurs. Et puis est-ce qu'ils ont, je sais pas combien ils ont d'archers, hein, mais s'ils en ont 8, 6 par sexe pour être prêts à partir, ceux-là, ils font pas les salles, quoi. C'est une stratégie, hein. Oui, puis tu fais en sorte d'envoyer comme une espèce d'équipe au championnat d'Europe, parce que tu sais que dans quasiment tous les pays, l'équipe A va pas y aller, quoi. Ouais, mais est-ce que tu as vraiment envie d'envoyer une équipe B? Et pourquoi Tout t'enverrais une dépend équipe qui B? t'as dans... pour faire prendre l'expérience, comme tu disais, à ces archers et créer un petit pool d'archers compétents qui vont prendre de l'expérience et dans lequel tu pourras plus facilement piocher et aller chercher, faire ta sélection, qui est un peu plus de challenge que plutôt ça se joue entre guillemets d'une certaine manière toujours les 3-4 mêmes, quoi. Oui, ils avaient créé un collectif à 10 personnes ou des choses dans le genre. Il y avait une équipe relève l'année dernière. C'est ça. Moi, je trouve ça bien. Hein. Je trouve ça bien qu'on n'envoie pas non plus n'importe qui. Mais bon. Non, pas n'importe qui, mais quelqu'un. Enfin, il y en a. Là, il y a une sélection pour des Jeux Olympiques. Ils sont plus que 4. Faut pas me faire croire qu'il y a que 4 archers performants et à l'INSEP et France en ce moment, quoi. Ça n'empêche pas d'envoyer 2, 3 autres qui sont, je sais pas, qui sont sortis de la section au début, qui ont été dans le collectif, qui quand ils étaient 6. Là, il y en a 4 qui sont sortis. Il y en a d'autres qui étaient pas très loin dans la sélection au départ non plus. Je pense pas que ce soit n'importe qui. Hein. Point suivant, la corde de Brady sur le site de la FFTA. Je savais pas que c'était la corde de Brady. Alors, c'est la corde... Alors, c'est quoi le vrai sujet? C'est la corde de Brady ou c'est sur le fait que ce soit sur le site de la FFTA? C'est quoi le vrai sujet? Ouais. Le vrai sujet, c'est que la Fédé communique sur un produit qui n'a pas l'air d'être un produit partenaire de la FFTA, la FFTA fait de la pub pour une corde. Mais voilà quoi. Est-ce que la Fédé, enfin, on nous casse les pieds. On nous casse les pieds à nous, youtubeurs, parce qu'il faut dire, attention, on fait une publicité, on fait une communication commerciale ou chose comme ça. Et la Fédé, en fait, fait de la pub sans dire si c'est une communication commerciale ou quoi que ce soit. Non, je t'arrête tout de suite. Au début du truc, il y a marqué public reportage. Il est indiqué clairement dessus, ou contenu sponsorisé, je ne sais pas ce qui est marqué, mais il est indiqué clairement que c'est de la pub. Après, moi, ce qui me surprend, si tu veux, c'est que c'est pas une pratique qu'on a l'habitude de voir, que c'est dans le fil actualité de la Fédé, sur le site de la Fédé, et que ça tombe du coup un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais tout est annoncé clairement, et par rapport à ça, ils sont carrés, c'est pas, ils c'est sont pas dans la pub déguisée. Ils sont dans les règles, mais...
Ils se Mais sont ça tombe un peu rattrapés. comme un cheveu sur la soupe. Et je Ils pense se... qu'ils se sont rattrapés, ouais. En fait, ils se sont rattrapés parce que c'était pas marqué contenu sponsorisé au départ. Je pense aussi. Hum. Mais Si, c'est marqué contenu sponsorisé. oui, maintenant, mais Oui, la maintenant. première publication, il y était pas, je crois. Je l'ai vu assez rapidement. S'ils l'ont pas Ah, fait, ils se sont rattrapés très rapidement. Hein. Ça n'a pas dû rester très très longtemps sans être indiqué. Le truc, c'est que ça a vraiment surpris. En fait, tu vas voir des infos de la Fédé et tu tombes sur une pub de corde. Enfin, c'est carrément de la pub avec un article et tout ça. Au milieu des. Enfin, je sais plus si c'était au milieu des sections. Hein. Moi, j'allais voir un truc et je tombe là-dessus. Je sais pas. Je comprends qu'ils ont besoin d'argent et que du coup, c'est un partenaire Gold, je crois que j'avais regardé. Mais ouais, je sais pas si c'est sa place en fait. Enfin, peut-être sur les réseaux, mais est-ce que, enfin, je sais même pas si le réseau fédéral doit faire de la pub pour une corde, quoi. Enfin, doit faire une communication comme ça. J'aurais vu ça dans la revue C'est un site. de la Fédé, quoi. Bah, alors, il y a différentes choses. Déjà, c'est rangé dans la catégorie section tir en campagne. Non, mais ils ont des problèmes hein, de rangement parce que Voilà. Après, la Fédé, moi, j'ai fait une remarque sur une publication par rapport à un message sur Sébastien Flûte, qui était le premier champion olympique. Non, Sébastien Flûte n'est pas le premier champion olympique, mais la fédération m'a répondu très rapidement et ils ont corrigé le tir très rapidement. Donc, ça arrive de faire des erreurs. Il y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreurs. Harmony en a été l'exemple parfait aujourd'hui sur Messenger, où quelqu'un a eu une remarque comme quoi, enfin, le message d'Harmony qui est apparu dans la discussion aujourd'hui, la personne s'est excusée, elle a dit ah bah excusez-moi, j'ai eu la notification que maintenant. Bon bah voilà. Non, mais c'est pas grave. Non, mais même l'article de la Fédé, c'est pas grave, c'est juste que ça surprend. Moi, je me demande si c'est le rôle de la Fédé de faire des articles comme ça sur son site qui diffuse des informations fédérales. J'aurais vu ça en pub dans leur revue magazine, ça me posait pas de soucis, quoi. Enfin, la revue qu'ils font une fois par an, je sais même plus si elle existe encore, mais c'est pas grave. Non. Voilà. C'est peut-être pour ça en fait qu'ils savaient pas où la caser. Ben, on a reçu ici Jean-Michel Clairoy qui nous a expliqué un petit peu ce que c'était que le boulot de président de fédération et clairement il nous a dit on essaie de trouver de l'argent là où on peut. On a un président de la République aujourd'hui qui j'ai le chat qui passe derrière. On a un président de la République aujourd'hui qui a réduit le budget des sportifs et des fédérations. Il y a beaucoup de cadres techniques qui ont eu peur de perdre leur emploi. Donc, je trouve ça normal que la fédération cherche des choses et je préfère 100 fois plus avoir une publicité sur une corde ou sur des plumes ou sur du matériel de tir à l'arc ou autre, que ça soit indiqué clairement, que ça rapporte de l'argent à la Fédé plutôt qu'on nous augmente de 4 € notre licence l'année prochaine. S'il y a quelqu'un de la Fédé qui nous regarde, bonjour. Non, mais c'est complètement normal en fait. Faut trouver l'argent où il est et je préfère qu'on ait ça plutôt que le dernier jeu vidéo sur mobile ou qu'on ait des sponsoring sur NordVPN ou choses comme ça. Là, ça parlera beaucoup plus aux gens qui regardent beaucoup YouTube parce que voilà. C'est pas une publicité pour NordVPN, mais c'est un exemple flagrant. On reste dans le monde du tir à l'arc, la Fédé touche de l'argent là-dessus, tant mieux. Et j'espère que l'argent sera justement bien employé, on va dire, par la suite. Alors, il faut trouver une catégorie pour ça dans le site de la Fédé. Je pense que ce qui surprend vraiment, c'est que c'est la première fois que ça sort comme ça. Partie publicité, oui. Et effectivement, et c'est pas forcément, ça reste discret la mention contenu sponsorisé, ça reste discret. Tu peux rapidement passer dessus sans le voir. Et c'est du publi-reportage, donc c'est présenté comme juste une présentation et pas comme une publicité. Le principe du publi-reportage, c'est que c'est une publicité déguisée sous forme de reportage. Mais ça reste quand même une publicité, c'est le client au départ qui paye pour avoir cet espace là dans le magazine ou sur le site internet.
Mais donc ça reste quand même une publicité, c'est pas à l'initiative de la fédé. Mais du coup, enfin, je me pose question quand même sur le contenu après qu'on va trouver sur un site institutionnel comme une site de fédération. Est-ce que c'est vraiment des articles? Est-ce que où tu es censé aller chercher des informations qui te seront utiles à toi en tant qu'adhérent et pas de la publicité, en fait. C'est pas l'endroit pour, qu'ils aient des, je sais pas, des partenariats, qui filent ça comme corde aux archers, qui s'en servent, qu'ils en parlent, qui communiquent, mais pas un article comme ça sur une site de fédération. Pour moi, c'est pas la place de pub, quoi. Ok. Pierre, qu'est-ce que tu en penses, toi? De toute façon, je suis un vendu, hein. Il me faut de la pub pour vivre. C'est pour ça que je te demande ton avis à toi. Non, effectivement, clairement, voilà, pour Tiermark Magazine, s'il n'y avait pas de pub, on n'existerait pas. Donc la pub, elle a une importance qui est vitale. Dans la presse française aujourd'hui, les médias qui n'ont pas de pub, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et ceux qui n'ont pas de pub et qui sont rentables, ils se comptent sur les doigts d'une main de personnes qui auraient perdu les doigts. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais voilà, je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir de la pub, du public reportage. Ce qui surprend, c'est d'abord que c'est la première fois que ça. Enfin, il me semble que c'est la première fois que ça sort comme ça dans la Fédé, sur le site de la Fédé du moins. Et c'est le positionnement effectivement dans les infos, quoi. Mais après, moi, quand je l'ai vu, alors je l'ai pas vu dès le début, mais quand je l'ai vu, c'était indiqué que c'est un public report, c'est un contenu promotionnel. Je me souviens plus de la formule qui était employée. Après, j'ai peut-être l'habitude de chercher, de regarder ce genre de choses, donc je l'ai vu peut-être plus facilement que d'autres. Donc en soi, ça m'a pas choqué. Sur le fond, ça m'a pas choqué. Sur la forme, ça m'a surpris. Moi, je rejoindrai le point de vue de Nico, en fait. Moi, si je vais sur le site de la Fédé, c'est pour chercher des infos fédérales, quoi. Enfin, vraiment, des classements, des sélections, des infos sur des licences pour accéder à l'espace dirigeant ou des choses comme ça, quoi. Je vais pas sur le... Enfin, tu parles de pub dans la presse, ok, pas de souci. Peut-être qu'on est habitué aussi. Mais je vais pas sur le site fédéral pour avoir des... déjà le matos je m'en fous, mais je vais pas sur le site fédéral pour avoir du matos, quoi. Bon. Après, est-ce que les archives de l'équipe de France utilisent ces cordes-là? On le sait même pas, en fait. C'est pas indiqué. Est-ce que Brady Ellison utilise cette corde? Parce qu'il l'a répondu, mais est-ce qu'il la tire? On le sait pas non plus. Non, il dit juste qu'il a lancé cette... J'en sais rien, on n'a pas l'info. Bah, si je reprends le texte... Ouais, mais si c'est la meilleure corde jamais construite, ça serait logique qu'ils s'en servent. Parce que, sincèrement, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu plus loin, si on va un peu plus sur le sujet matériel de la corde, c'est pas tout le monde qui va s'acheter cette corde. Oui. Il y a un prix sur cette corde Oui, c'est une corde qui va être vendue entre 50 et 60 € en magasin. Oui, c'est ce que je veux dire, 50-60. Nico, tu continues à me faire mes cordes, s'il te plaît? Ah bah, à ce prix-là, 50, je vous en fais une chacun, si vous voulez. Ça paye la Sinon, j'ai un stock boum. d'Astroflight à la maison dont je ne fais rien. Au revoir. Non, j'ai des bobines à la maison et je demande gentiment à Nico s'il peut me faire mes cordes. Voilà. Et de temps en temps, il en profite pour se faire une corde avec ma corde, enfin mon stock de cordes. Non. Non? Non. Tu n'aimes pas ma corde noire? Non, t'as pas les couleurs que je veux. Non, t'as pas les couleurs que je veux. J'ai du tranche-fil rouge pourtant. Une corde noire. Ma corde, rouge. elle est rouge avec du tranche-fil noir. C'est l'inverse. Ça, tu pourrais faire l'inverse avec mon matos? Non.
Donc voilà. Pour terminer sur le sujet, Pierre parlait de Tir à l'Arc Magazine. Oui, il travaille chez Tir à l'Arc Magazine, mais cette émission n'est pas sponsorisée ou quoi que ce soit avec Tir à l'Arc Magazine. Et cette émission ne fait pas gagner d'abonnement chez Tir à l'Arc Magazine. Donc voilà. Je préférais le spécifier avant que quelqu'un me mette dans les commentaires. Oui, mais vous faites de la pub pour Tir à l'Arc Magazine et je ne fais pas de pub non plus pour VPN ou choses comme ça. Voilà. Pour toutes les marques qu'on a citées depuis tout à l'heure. Pourtant, tu devrais, hein, depuis que Villebrequin n'existe plus, il y a un créneau à prendre. Alors, j'ai eu un rendez-vous, enfin, j'ai eu 2 rendez-vous avec des éventuels sponsors pour l'émission. Mais je ne sais pas si ça donnera quelque chose par la suite. Pour l'instant, c'est juste en discussion. Est-ce que ça les intéresse de sponsoriser une émission de tir à l'arc? Voilà. Mais c'est comme tout le monde, hein, c'est compliqué de trouver de l'argent. C'est à ce moment-là qu'il y a l'incrustation d'images One Bet Click là sur l'émission. Non. À mon avis, tu devrais demander à être payé encore de Brady Allison. Mais je tire 50 flèches à l'année. Je désiste pas mes cordes. Non, tu les Un euro revends. par flèche. Hein. Tu les revends, tes cordes. Et on pourra s'acheter des micros et des webcams pour tous. C'est Voilà. ça. À 50 € la corde, il faut que je vende 2 cordes pour acheter un micro. Et il faut que, si je regarde la webcam que j'ai vue là, elle est où la webcam à 100 € aussi. Bon, en gros, je vends 4 cordes et j'achète un micro, une caméra pour un chroniqueur. Mais si on dit qu'elles sont faites par Nico, non? Ça marche pas? On peut essayer. Nico, tu acceptes d'être payé en micro et en webcam? J'ai tout ce qu'il faut déjà, donc faut trouver autre chose. Bon, on passe au point suivant puisque j'ai fait mon disclaimer, etc. Actualité suivante, les contrats des clubs avec la FFTA pour organiser des France 3 ans de suite. Alors on a eu, il y a quelques années, je me souviens de quoi? Vittel? On a eu Vittel, mais avant on a eu qui a organisé les France, qui a eu organisé les championnats d'Europe et du monde campagne, Val d'Isère. Voilà. On a eu Val d'Isère, on a eu Vittel, là on a Grenoble et on a la Vendée. Moi j'avais une question. Alors est-ce que Pierre, Nico ou Harmonie, vous avez la réponse? Parce que je ne l'ai pas. Pourquoi 3 ans et pas 4 ans? Pourquoi Nico, qui est senior 2, je vais me faire taper parce que j'ai dit qu'il était senior 2. Tu le fais pas? Bah, quand on voit ma tête que je suis senior 2 et qu'on voit sa tête qui est senior 2, on se dit qu'il y a un grand écart d'âge quand même dans les seniors 2. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ma question c'était Pourquoi 3 ans? Pourquoi 3 ans? Parce que Nico, ça lui va bien en fait, il va 2 fois de suite. Enfin, sur des 3 ans, il va 2 fois à Grenoble, c'est à côté de chez lui, c'est cool. Alors, je prends l'exemple de Nico, hein, mais je prends les archers, je prends Yann qui est à Nantes. Lui, il est qualifié, enfin, s'il est qualifié aux France. Vous moquez pas, essayez d'imaginer un petit peu Yann qualifié aux France. Hypothèse de travail. Hypothèse de travail. Avec son Yann est déguisement qualifié de aux geisha France. de la Coupe des Miss. Il n'y a aucun sérieux dans cette émission, c'est une catastrophe. Imaginez Yann qui va aux France. Pourquoi Alors, Yann doit traverser 2 fois la France pour aller à Grenoble et aller en Vendée à côté de chez lui une seule fois? Voilà. Ma question, elle est là. Pourquoi 3 ans et pas 4 il y a ou pas 2? petite nouveauté cette année. Oui. C'est que c'est pas le même lieu qui organise les France jeunes et les France adultes. Alors, de mémoire, avant, par exemple, quand c'était à Vittel, les championnats se suivaient au même endroit. D'accord. Mais là, par exemple, il a eu, alors je vais prendre pour le adulte, il a eu 3 années de suite à Vittel parce que c'est lui qui organisait le championnat de France adulte. Voilà, juste là. Là, depuis l'année dernière, donc c'est 2 lieux très différents en France qui organisent les championnats.
Et plutôt que donc là c'est Grenoble et Il a Vendée. quelque chose le Bouilleron le Captif ou un truc comme ça en Vendée. Et en fait au lieu de faire il y en a un qui organise 3 ans le jeune et un qui organise 3 ans l'adulte. En fait, au milieu, ils échangent. Oui. Donc le championnat de France adulte, sur les 3 années, il sera pas 2 fois de suite au même endroit. Oui. Et les années bissextiles, ça se passe comment? Bah justement, Je pense que ça change pas grand-chose. les années bissextiles, c'est la Vendée qui organise les championnats de France adultes, et Nico doit traverser la France. Est-ce que, C'est ça. est-ce que Mais 3 ans, c'est pas pour la durée des cibles, par exemple? Je sais pas. Je sais pas, Est-ce qu'ils investissent pour 3 ans dans la ciblerie, par exemple? Et est-ce que la ciblerie, elle fait pas 3 ans? Oui. tu as juste en dessous de moi, là, un spécialiste de matériel non, qui est incapable non, de te parce que dire si... moi, t'es là. Mais, Non, mais pour tous les gens qui nous regardent, t'es en dessous, moi. Voilà. ah, d'accord. Alors, Nico, est-ce que la ciblerie dure 3 ans en compétition en championnat de France, ou plus, ou moins? Que tu sais. Ça dépend Alors, qui si ma tire. mémoire est bonne, c'est la. Alors, déjà, oui, ça dépend qui tire. Je pense qu'il y a certaines catégories où la ciblerie va durer moins longtemps. Après, tout dépend, en fait. Il me semble que c'est la fédération qui fournit la ciblerie ou non? Ça, c'était avant? Non, c'est le club C'est qui vrai, parce que investit quand dans on la a reçu ciblerie. le jeune de Grenoble, là, on l'a reçu et il parlait d'investissement de ciblerie. Enki. Enki. Ben, en fait, c'est incalculable en fait la durée de vie d'une ciblerie. Ça dépend, est-ce qu'elle va servir que au championnat de France? Est-ce qu'elle va servir à faire autre chose? Qu'est-ce que c'est comme type de ciblerie aussi? Parce que suivant la ciblerie, il peut y avoir des. Je me demande, je pense qu'il doit y avoir un cahier des charges quand même sur la qualité de la ciblerie, mais il n'y a rien qui empêche un club de changer de ciblerie tous les ans parce qu'ils ont pris une ciblerie pense de plus basse qualité. Mais donc c'est très difficile d'estimer la durée de vie d'une ciblerie. Donc je pense pas que ce soit en lien avec la ciblerie. Je sais pas. Faudrait avoir un responsable de la Fédé, mais en tout cas, ce que je trouve qui est bien là cette année, l'organisation fait pervertir les lieux sur les championnats, c'est que c'est quand même un championnat de France, donc ça concerne toute la France. Il n'y a pas de raison que pendant 3 ans de suite, c'est toujours les mêmes qui se déplacent et toujours les mêmes qui restent à côté. Faut bouger, tu bouges un peu, quoi. Enfin, moi, j'étais bien content quand c'était à Vittel et j'étais bien content que ce soit à Grenoble. Étant de Lyon, c'est quand même plus proche. La Vendée, c'est quand même vachement moins rigolo. Mais ça fait pas rire les Rennais quand c'est à Grenoble. Hein. Je prends l'exemple de Pierre, là, qui est en train de s'endormir. Tu habites la région bordelaise. Quand tu dois aller en Vendée, quand tu dois aller à Lyon, en fait, tu t'en fiches, ou au contraire, ça te change quelque chose, toi, quand tu es qualifié aux France? Toujours une hypothèse de travail. Alors déjà, je vérifie si les vaccins sont à jour avant de partir. Pour aller à Grenoble ou pour aller en Vendée? Ne réponds pas à ça. Voilà, merci. Je veux pas avoir des problèmes avec les Vendéens ou avec les Grenoblois. Donc, après, voilà. je m'assure que mon passeport est toujours à jour aussi. Non, dans mon cas, clairement, si on part sur une hypothèse de travail, ça serait la Vendée serait plus simple parce que c'est plus proche. D'autant plus que si jamais on veut utiliser des transports en commun pour aller à Grenoble, il y a le Massif central à traverser et c'est le bazar. Faut passer par Paris. Bordeaux, enfin. Donc voilà, après c'est une situation dans laquelle j'ai un peu de mal à me projeter puisque ma dernière licence remonte maintenant il y a quelques années et qu'en plus je faisais du parcours. Oui, mais je tirais en arc droit. Là, on parle des salles parce que c'est l'actualité de la saison salle, mais la discussion peut être exactement la même en fait sur la campagne. On parlait de Val d'Isère tout à l'heure, qui a fait des championnats de France vétérans, qui a fait des championnats de France seniors, qui a fait des championnats de France voilà, en campagne. La question elle se pose pareil pour Nico parlait des Rennais qui devaient traverser la France pour aller à Val d'Isère faire un championnat de France.
C'était pas drôle. Et pourtant, Et- ils avaient un contrat de 3 ans derrière. Moi, je pense qu'il faudrait tout faire à Clermont-Ferrand. Rions. Oui, mais est-ce qu'il faut Ouais. faire tout le temps à Clermont-Ferrand tous les ans Mais c'est ça, la question se pose un peu moins sur les parcours, par exemple, parce qu'en fait, il nous faut des choses différentes. Oui, pour mais chaque parcours, et du coup, re- en fait, regarde, en parcours, on a toujours un championnat de France différent, quoi. regarde cette année, c'est encore dans l'Isère le championnat de France campagne. Ouais, mais après, Ça fait 10 ans que faut des j'habite à Lyon, je organisateurs. pense. Non, mais ça fait 10 ans que j'habite à Lyon, ça fait 10 ans que un an sur deux, ou même pas loin. 2 sur 3, plutôt. Non, mais en 2012, c'était Val d'Isère, en 2000 machin, c'était... régulièrement, c'est dans l'Isère, et c'est toujours le même département qui organise, c'est toujours dans le même coin. Alors c'est Oui, cool, mais hein, comme disait Harmonie, il faut aussi qu'il y ait des organisateurs qui postulent, en fait. mais c'est ça. C'est peut-être plus facile en Isère, Savoie, ou en Haute-Savoie, ou dans des régions un petit peu montagneuses, que si c'est Chartres, au milieu de la Beauce, qui organise une campagne, quoi. Alors, On a fait. Donc il faut... je voulais juste. Non, mais voilà, c'est peut-être aussi des endroits où il y a plus d'archers Vas-y, campagne Pierre. qui vont être plus intéressés, les clubs vont être plus intéressés. Vas-y, Pierre. Juste, moi, je pensais à un truc parce que je le suis un petit peu. Et dans le cadre de la Fédération française d'équitation, par exemple, alors je le suis parce qu'il y a du tir à l'arc à cheval qui dépend de la FFE. La FFE a des installations, alors j'ai plus à la mode Beuvron, il me semble, où il y a beaucoup de championnats qui se déroulent. Et ça peut être une possibilité aussi d'avoir des installations qui sont centrales, puisque visiblement certaines fédérations le font dans certains cas. Et finalement, tout le monde se retrouve sur quelque chose d'un peu central. Ça serait des installations fédérales, du coup. Ouais, des installations fédérales. Et ça pourrait fonctionner pour le coup pour la cible anglaise. Pour le parcours, ça serait plus compliqué. Bah, Mais, ou alors on fait des 24 connus à chaque fois pour les France, quoi. Oui, Pour les après, campagnes, hein, par exemple. Il y a le 3D et la nature aussi. C'est les gens qui tirent sur la représentation animalière, pas sur des cercles. Oui, non, mais c'est la même chose. Enfin, il y a un moment où ton parcours, t'auras beau mettre un sanglier, un lièvre ou un ours à un endroit, il y a un moment, t'auras plus d'imagination, et t'auras beau mettre ton ours, ton lapin à 45 mètres. Je suis désolé, mais les gens ils vont plus venir aux France parce que ça sera toujours la même chose. Tu prêches un converti. Moi, ce que je disais, j'ai peut-être pas été clair, c'est que c'est une solution hypothétiquement qui pourrait fonctionner pour du fédéral ou du FITA, mais pour le parcours, ça serait beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Et puis ne serait-ce que parce que finalement pour du fédéral ou du FITA, en termes de surface, t'as pas besoin de tant d'espace que ça. Voilà, on va dire, pour beaucoup schématiser, un terrain de sport, un terrain de foot peut suffire. Alors qu'effectivement, quand tu es sur du parcours, il faut des terrains qui soient plus variés, il y a besoin de plus d'espace et c'est nettement plus compliqué. Sur un championnat de France fédéral, je vais me faire taper, hein, mais un TAE national 50 mètres, c'est ça? Ouais, on est vieux. Voilà. Faut quand même un sacré terrain de foot, hein. Parce que t'en mets un paquet de cibles, hein, sur ces championnats de France-là, hein. Ouais. Bah, j'ai photographié des championnats de France fédéraux, c'était sur des grandes installations sportives. Ah bah, j'ai fait ceux à Lyon, j'ai fait ceux à Lyon 8, c'est juste immense en fait le nombre de cibles qu'ils ont, quoi. L'investissement de Rion est énorme. Hein. Ah, mais il y a des villes qui vont mettre beaucoup plus que d'autres sur le sport, hein. De toute façon, on le sait bien, hein. Dans ma jeunesse, j'ai fait un championnat de France universitaire, 2013-2014, en salle. Les installations étaient 2013-2014, un truc comme ça. C'était dans une salle. Dans un sens, on a fait le championnat de France dans la salle. Et ils avaient un mur de tir. Et ils se retournaient, ils avaient accès à 70 mètres de l'autre côté, en ouvrant les baies vitrées.